Bon, alors je me présente, Patrice Cadet. En fait, j'ai travaillé comme chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, ce qui fait qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis un Africain, complètement, en tout cas à l'intérieur, définitivement. Et puis qu'actuellement, je travaille comme consultant, en particulier pour de l'agriculture durable. Actuellement, je travaille en Zambie, en Afrique du Sud. Avant, je suis allé au Brésil, etc. Après donc, mon séjour à l'Institut, parce qu'à l'Institut, ce n'était pas possible vraiment de travailler pour les producteurs. Et puis, donc, j'ai un moulin que vous voyez là, et qui est effectivement un moulin qui devait exister déjà au XIIe siècle, et qui existe sur le papier depuis 1600 tout de même, et qui est intact, qui se visite, etc., enfin que je fais visiter. Alors, mon histoire tropicale africaine est très très importante parce que, en fait, j'aurais dû présenter ça avant. C'est une réaction à ce qui s'est passé en 2022 pendant ce qu'on a appelé la grande sécheresse. Parce qu'en écoutant les médias, ah oui, il faut que je vienne là pour changer. En écoutant les médias, eh bien, j'ai eu l'impression, la bonne impression de me retrouver dans un de mes pays sahéliens. Donc ça m'a inquiété. Vous voyez cette photo, c'est à l'entrée de Niamey au Niger. Ce n'est pas du tout truqué, c'est exactement comme ça. Et franchement, même en 2022, notre pays, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Donc ça m'a amené à creuser la question de l'eau. Évidemment, j'ai un moulin, donc l'eau, ça me concerne. Donc je vous ai présenté cette photo qui était un petit peu effrayante, mais voilà ce qui a été publié avant-hier dans le journal local. Et vous voyez qu'avant-hier, dans le Progrès, on montre des gens qui se ravitaillent en eau avec des soldats qui protègent. J'ai trouvé ça assez effrayant aussi, hein, et même pire. Donc ça veut dire qu'il y a réellement une question sur l'eau qui se pose chez nous. Vous voyez, c'était dans le Progrès, la Loire en 2050. Des soldats vont protéger notre accès à l'eau. Alors, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de virer au climat tropical? Parce qu'un climat tropical, il y a la saison des pluies et la saison sèche. Et finalement, à part cette année, bien entendu, où ça tombe mal parce que cette année, on a eu de l'eau tout le temps, eh bien, on a une saison sèche qui était assez longue, avec la Loire qui était quasiment à sec. Et puis, après, on a des inondations. Il y a trop d'eau pendant très peu de temps. C'est ce qui se passe depuis toujours dans les pays sahéliens, soudano-sahéliens. C'est quelque chose de normal, mais on ne s'attend pas à ça chez nous, bien sûr. Hein. Alors, la première question que je me suis demandé, c'est si cette situation était une surprise. Alors, en remontant en novembre 2007, tout de même, voici ce que publie le GIEC. Ils mettent qu'il va y avoir une hausse des températures de 1,8 à 4 degrés. Ils sont en plein dans le mille, parce qu'on a dépassé les 1,8, maintenant c'est plutôt 4 à plus de 4. Hein. Et qu'il va y avoir des changements soudains et irréversibles. Et vous savez qu'en 2022, on a eu des 40 degrés dans toute la France. Pendant ce temps, en Inde, ils avaient 50 degrés, ce qui est quand même assez important, je peux vous le dire, parce que j'en ai déjà eu en Afrique. Eh bien, on avait prévu d'avoir ces températures en 2050 ou en 2100, mais de mon point de vue, on les aura bien avant. Et habiter à Lyon, quand il fait ces températures-là, c'est pas évident. Donc, comment se manifeste le réchauffement climatique en Afrique? Ben voilà ce qui se passe dans le sud du Sénégal, à Tissé-Kaïmor. Ça a été fait par une de mes étudiantes. Mais j'attire votre attention sur le fait que 2007, c'est là. C'est-à-dire que cette figure, elle a été faite avant. Mais jusqu'à là, on ne s'est jamais soucié du réchauffement climatique, puisque ça ne se passait pas chez nous. Ça se passait loin. Mais vous vous rendez compte déjà ce qui se passe quand vous perdez moitié de la pluviométrie pour avoir une production soutenable, pour pouvoir vivre dans ces zones-là. Et que c'est grâce à l'incroyable solidarité entre les villages que les Africains réussissent à survivre dans ces coins-là. Parce qu'il y a des moments où il n'y a absolument rien qui pousse, parce qu'ils n'ont pas eu les 3 pluies utiles de 20 mm à moins de 10 jours d'intervalle. Eh bien, ils vont tout simplement chercher chez le village voisin, parce que lui, pour une raison ou une autre, il les aura eus. Et donc, il aura pu produire quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire, peut-être pour une prochaine communication. Donc, la deuxième question que je me suis posée, mais enfin, est-ce qu'on a de l'eau en France? Donc, on a la chance d'avoir un centre d'information sur l'eau, et il y a un rapport sénatorial sur la panne sèche qui est sorti il y a 2 ans.
et que je vous invite à lire. C'est très très intéressant. Et voilà donc ce qu'on voit. En France, on reçoit donc 480 milliards de mètres cubes d'eau de pluie. C'est quand même pas rien, et on n'en retient que 4%, contre par exemple 40% en Espagne ou 20% en Allemagne. Les nappes souterraines, c'est quelques 2000 milliards de mètres cubes, et on a 430 000 km de cours d'eau. 80% des pays de la planète nous envient. Et pourtant, on parle de problèmes d'eau. Parmi toute cette eau-là, on ne peut en utiliser que 192 milliards. Tout le reste, c'est pour la nature. Et ça représente que 7% de tout ce qu'on reçoit. Et sur ces 192 milliards, actuellement, on en consomme 32 milliards. C'est-à-dire 17% de ce qu'on pourrait utiliser sans abîmer la nature. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on parle de pénurie ou de problème de gestion, finalement? Parce que les réserves apparaissent énormes. Et on va voir après. Donc, par rapport aux questions de la sécheresse et au manque d'eau, est-ce que les avertissements du GIEC ont été entendus? En France, on a quand même créé les agences de l'eau, une par bassin, en 1992. Eh bien, ces agences se sont organisées pour répondre à la question de l'eau dans chaque bassin. Là, je me suis dit, 17 ans plus tard, 17 ans, et beaucoup de milliards, puisqu'ils touchent chaque fois les cotisations sur chaque litre d'eau qu'on consomme, etc. Ils reçoivent pas mal d'argent. Eh bien, ce que je constate, c'est que les rivières sont toujours à sec. Celle-ci, c'est celle qui est vers chez moi. Les poissons continuent de crever. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les fuites d'eau. Alors, les migrateurs, cette année, ils ont arrêté la pêche au saumon, par exemple, parce qu'il n'y en a quasiment plus. On a 1 milliard de mètres cubes d'eau qui sont perdus, on le sait depuis longtemps, mais jusqu'à présent, il n'y a que maintenant qu'on commence à agir contre ça. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. On ravitaille en France des villages en camion. Alors ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en Afrique, mais en France, je ne l'attendais pas. L'irrigation est limitée, ça veut dire que notre indépendance alimentaire, quelque part, elle est en danger, étant donné que si on n'irrigue pas, alors qu'il va faire de plus en plus chaud, je ne vois pas comment on va produire quelque chose. Et puis on n'a pas empêché les inondations catastrophiques cette année. Vous avez vu dans le Nord, par exemple, il y a eu des inondations énormes. Dans le Nord, ces inondations, on a détruit des barrages et surtout des seuils de moulins. Et par exemple, dans le Nord, là, on a les zones qui ont été inondées, on a mesuré qu'ils avaient détruit 400 seuils de moulins. Si vous détruisez des ralentisseurs, automatiquement, ça va plus vite. Et la rivière majeure qui reçoit tous les affluents, elle ne peut plus évacuer l'eau. Donc, pour moi, je dis que l'entreprise Agence de l'eau n'a pas répondu aux avertissements qui avaient été faits par le GIEC. Alors, ça, c'est les contraintes qu'il faut quand même savoir, parce que moi, elles me choquent quelque part. En France, la priorité 1, c'est l'eau potable. Et la priorité 2, c'est le milieu aquatique. Ça veut dire que l'agriculture et l'industrie ne comptent pas. Donc, théoriquement, un président de la fédération de pêche peut faire arrêter l'irrigation s'il estime qu'il n'y a pas assez d'eau dans la rivière. Alors, c'est un petit peu choquant parce que ça veut dire qu'on doit restreindre nos activités pour préserver l'écoulement de l'eau dans les rivières. Alors, la question qui se pose, et d'autant plus qu'on a les commissions locales de l'eau dont je fais partie, c'est comment on va gérer l'eau pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant quand il n'y avait pas d'eau? Les Romains auraient dû nous montrer, on transporte du pétrole sur des milliers de kilomètres. Et avant, les Romains transportaient l'eau dans le sud de la France, là où il n'y en avait pas, parce qu'ils en avaient besoin. Eh bien, en France, on avait les barrages. Et ces barrages, vous voyez, il y en a 477 quand j'ai fait le calcul, là. Et on en a construit jusqu'en 1990. Et vous voyez, en rouge, c'est l'augmentation de la population française. Depuis 1990, on n'en construit plus. Et vous savez que c'est très, très difficile à imaginer. Mais ça n'empêche pas que les problèmes d'eau, ils sont de plus en plus aigus par rapport à cette situation. Alors, pour régler ça, eh bien, il y a deux approches qui sont incompatibles et qui jurent d'arriver au même résultat. Alors, pour les uns, il faut détruire les petits ouvrages comme les grands.
parce que l'homme, par définition, détruit la nature. Dès qu'il fait quelque chose, il détruit la nature. Ça, c'est la position qui est un peu dominante aujourd'hui. Et pour les autres, eh ben, il faut conserver les ouvrages, hein, en particulier les petits, mais aussi les grands, parce que finalement, l'homme a la capacité de restaurer la nature pour couvrir aussi ses usages. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ces deux camps, il s'agit de recréer une rivière sauvage, il s'agit de faciliter le remplissage des nappes, il s'agit de sauvegarder la biodiversité aquatique, de restaurer les fonctionnalités écologiques, alors que ce sont deux approches qui sont complètement différentes. Alors pour les uns, la principale différence, c'est que dans le premier cas, ils disent oui, mais bon, avec les ouvrages, les poissons ne peuvent pas circuler, hein, et donc ils ne peuvent pas se reproduire, et puis il faut restaurer les fonctionnalités écologiques seulement, entre guillemets, alors que dans l'autre cas, eh bien, si on a des réserves d'eau quelque part, en toute logique, on fait diminuer le risque d'assec, hein, et donc on va sauvegarder des organismes aquatiques, pas tous évidemment, et puis on va restaurer les fonctionnalités écosystémiques, c'est-à-dire celles de la nature, de la rivière et les nôtres. Alors on va examiner ça un petit peu plus dans le détail. Actuellement, oui, malheureusement, comme je disais, eh bien, les partisans de la liberté des cours d'eau, eh bien, ils ont le vent en poupe parce qu'ils sont encouragés par l'Europe qui vient de signer le pacte vert, dont l'un des articles, personnellement, m'apparaît catastrophique, hein, et il consiste à libérer 25 000 km de cours d'eau. Alors, ça ne paraît pas beaucoup pour l'Europe, mais en France, on va considérer qu'il nous en faut 50 000. En 2023, on a détruit 500 barrages dans toute l'Europe, dont 150 en France. Hein. C'est quand même l'Espagne, je crois, qui est, oui, le plus grand destructeur de barrages actuellement. Hein. Alors, toute la question qui se pose, c'est de savoir si l'Europe et la France se trompent. Et bien sûr, en tant que scientifique, je me suis demandé qu'est-ce que disent les scientifiques à ce propos. Alors, j'ai trouvé quelques citations. Par exemple, on a Vincent Bretagnol, qui est un écologue au CNRS, qui nous explique qu'il est urgent de ralentir le cycle de l'eau au lieu de précipiter son évacuation vers l'océan. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Moi, qui ai un moulin dans ma tête, pour ralentir le cycle d'eau, ben, il faut un petit ouvrage de temps en temps pour ralentir le cycle de l'eau, par exemple, pour ralentir l'eau. Et puis Florence Abetz, qui est l'une des plus grandes pourfendeuses de seuils de moulins et de barrages, qui explique également qu'il faut arrêter d'accélérer la circulation de l'eau. Donc il y a une espèce de contradiction que je ne comprends pas vraiment. Pourquoi on parle de casser les ouvrages et de ralentir la circulation de l'eau. Alors, quelle méthode pour ralentir l'eau? Effectivement, il y a plusieurs méthodes pour ralentir l'eau. Hein. Par exemple, Vincent Bretagnol, lui, il estime, à juste titre, hein, rien de tout cela est faux, qu'il faut rétablir des plaines inondables, il faut rétablir des méandres, etc. La seule question, c'est qu'il va se poser une question de foncier. Où est-ce qu'on trouve les terrains pour faire ça? Dans la Loire, il y a quand même 4000 km de rivière. Est-ce qu'on va trouver du foncier pour pouvoir remplir en fait la nappe alluviale, hein? Et en France, c'est bien pire. Et puis la deuxième méthode, c'est d'entretenir et de construire des seuils pour relever la ligne d'eau, parce que ça, c'est une loi physique formelle. Si vous faites monter la ligne d'eau de la rivière, automatiquement, l'eau s'infiltre à droite et à gauche. Elle remplit d'abord la nappe alluviale qui est en surface, et puis ensuite, elle remplit la nappe phréatique. C'est exactement ce qu'on cherche actuellement. Et si vous faites baisser la ligne d'eau en enlevant l'ouvrage, vous ne remplissez pas les nappes automatiquement. Hein, c'est clair. Je vais encore d'avoir un exemple là-dessus. Donc, il y a 80 000 obstacles, paraît-il, en France, et il reste 40 000 moulins qui font courageusement leur travail face à l'adversité, puisque vous avez un magnifique seuil. Tous les seuils sont visés par la destruction, sauf quelques cas où il y a certains départements où ils ont pris conscience de la chose. Alors, la question qui était au départ, c'est que tous les deux camps veulent restaurer une rivière sauvage. Alors, c'est quoi une rivière sauvage? Parce que ça, je suis sûr que même à Lyon, vous en entendez parler. Hein? Alors, pour les premiers, une rivière sauvage, c'est par définition une rivière où toutes les traces de l'homme ont été effacées. C'est-à-dire que ce serait une rivière préhistorique. Hein.
Et pour les autres, c'est une rivière fragmentée par des petits ouvrages identiques à ceux des barrages de Castor. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 millions d'années, depuis 6 millions d'années, il y avait des tas de castors chez nous, à tel point que toutes les rivières étaient barrées, qu'on retrouve les endroits où ça a dévié les cours d'eau, etc. Et que ces barrages avaient fait des centaines de milliers de petits ouvrages qui sont parfois pas négligeables et qui se trouvent sur toutes les rivières de moins de 10 mètres de large. Et celui-ci, par exemple, c'est celui qui se trouve juste derrière mon moulin parce que le castor a compris qu'il pouvait profiter des fuites qui se passent naturellement dans ma réserve d'eau. Donc il a toujours de l'eau qui arrive. C'est un malin. Hein. Et puis finalement, au Moyen-Âge, on a mangé tous les castors, on a tout tué. Et c'est à ce moment-là qu'on a construit 100 000 moulins en France. Et du coup, les petits seuils de moulins qu'on voit là, je ne parle pas des barrages de 5 mètres de haut, hein, ni plus haut, eh bien, ils ont finalement prolongé le statut de rivière sauvage en France, et en Europe d'ailleurs. La question suivante, c'est qu'on nous reproche, on dit oui, mais si vous avez des ouvrages, à ce moment-là, les poissons ne peuvent plus se déplacer, donc ils ne peuvent plus se multiplier, et donc ils vont disparaître. Donc je cherchais dans la littérature des travaux qui ont été faits sur cette question, et là vous avez par exemple l'évolution des populations de poissons, des peuplements de poissons plutôt, parce qu'il y en a plusieurs espèces, après la construction d'une passe à poissons sur la Meuse. Et tout le temps, tous les ans, ils ont compté le nombre de poissons qui passaient sur cette passe à poissons depuis sa construction. Et pendant 20 ans. Pour l'instant, ça a été publié que pendant 20 ans. Et il se trouve qu'en 99-2000, quand ils ont construit la passe à poissons, il passait 20 000 poissons sur la passe. Donc un beau succès. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en 2016-2018, il n'en passait plus que 2000. Donc on se demande si vraiment le déplacement est favorable à la multiplication. Et là, vous avez l'évolution des peuplements de saumon à Vichy, hein, sur le seuil à Vichy. Vous voyez la ligne en rouge, c'est évidemment la courbe intégrée qui permet de décrire la dégradation de la population. Et actuellement, eh bien, on est en dessous des prévisions, carrément. Hein. Les saumons dans la Loire sont quasiment en train de disparaître, et ce n'est pas parce qu'on va détruire tous les malheureux obstacles qui restent que ça va changer quelque chose, parce que la raison de leur dégradation, elle n'est pas là. Le dernier en date, c'est le dernier barrage sur la Loire dans l'Allier qui a été détruit avec beaucoup de millions pour réduire sa production de 1/3 ou d'1,5. Et on a compté, ça devait être la porte ouverte à la reproduction des saumons, et on est arrivé devant 2. Donc 2 saumons pour, je crois, 17 millions de travaux, ça fait cher le filet, quoi. Mais voilà, il y a une énorme dégradation et on ne trouve pas, la solution, elle n'est pas là, quoi. Elle est ailleurs. Après, il y a la question des remplissages des nappes. Alors ça, c'est très très facile. Vous avez un petit dessin là qui a été publié, Fairfax, Smokey en 2020, hein, qui explique par des dessins assez simples que quand on n'a pas de seuil, ben, la nappe alluviale elle est très peu remplie, et la nappe phréatique aussi, et que quand il y a un incendie, parce que les Américains ont eu des grands incendies, ben, tout brûle jusqu'au bord, tandis que quand il y a un barrage de Castor, mais c'est un barrage, hein, finalement, vous avez un remplissage des nappes phréatiques et des nappes profondes, et à ce moment-là, vous avez une protection de la végétation sur une plus grande surface. Donc la relation entre le niveau de l'eau et le remplissage des nappes est établie. D'ailleurs, Michel Rousseau, qui est, je crois, la PDG du BRGM, a été auditionné au Sénat, et elle déclare que sur un sujet des seuils assez polémique, eh bien, quand il y a des seuils, l'eau stagne un peu, et cela donc favorise son infiltration. C'est la loi de Darcy, c'est immuable, on ne peut pas changer ça. Et pourtant, ça n'est pas entendu. Et puis dans la Loire, il y a un projet LIFE qui coûte quand même 6 millions, qui va consister à remblayer le lit de la Loire. Et quand je lis les raisons, ben, l'une des raisons, c'est faire monter le niveau de l'eau pour pouvoir remplir les nappes. Mais c'est payé par le département et par l'Europe, bien sûr, mais ça n'empêche pas que le même département, il va donner de l'argent pour détruire des seuils de moulins, faire baisser de l'eau dans les rivières et donc ralentir le remplissage des nappes. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence
et qui ne veulent pas entendre, en fait. Donc, effectivement, les ouvrages sur la rivière, ils favorisent l'infiltration. Alors maintenant, on peut parler des fonctionnalités, puisque là aussi, c'était un point de litige. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessus? Eh bien, la question qu'on nous dit automatiquement, si vous avez un seuil de moulin, l'eau stagne et donc la température s'élève. Alors effectivement, en surface, elle est plus élevée, mais en profondeur, vous avez un gradient de profondeur. Toujours, quand vous êtes dans la mer, vous avez les pieds en bas, c'est toujours plus frais qu'en haut. Hein. Eh bien, ils ont démontré, chiffre à l'appui, que je n'ai pas montré là, qu'effectivement, quand on avait des seuils, en fait, c'est l'inertie thermique qui change. C'est-à-dire qu'une masse d'eau plus grande va se refroidir beaucoup ou se réchauffer beaucoup moins vite qu'une masse d'eau plus petite. Sinon, vous feriez cuire vos œufs durs dans une bassine et pas dans une petite casserole. Donc, c'est le même principe qui est là. Et puis surtout, après, il y a les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines qui, quand ils reversent dans la rivière, eh bien forcément, ils rafraîchissent. Et d'ailleurs, là, il vient d'y avoir un tableau de mesure effectué par le département dont ils ne veulent pas entendre parler, mais avec leurs propres résultats, on peut démontrer que c'est le cas. Mais ça ne fait rien. Et puis, il y a Pinet, là, qui a fait une synthèse de l'expertise scientifique, quand même avec tous les instituts français. Hein. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est NRS, IFREMER, INRA, et à l'époque c'était INRA, IRSTEA, hein, et qui explique que tout ce qui permet de ralentir l'écoulement dans la rivière, ça favorise les échanges, et en particulier l'épuration de l'eau. C'est-à-dire que quand vous avez de l'eau qui stagne, ou qui est ralentie, en tout cas, vous avez des bactéries qui vont digérer les nitrates, hein, et qui vont aussi fixer le phosphore, et même digérer 2 classes de pesticides. Et ça a été démontré par une équipe en France. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu une agglomération ou un petit village comme chez nous envoyer de l'eau dans une cascade. Ils envoient toujours l'eau dans des bassins de rétention parce que c'est quand elle repose qu'il peut y avoir des activités bactériennes et non pas quand elle court. Donc ça, c'est un point important. Donc moi, je suis assez fier parce que l'eau qui rentre dans mon moulin, eh bien, elle est sale, mais quand elle sort, elle est propre. Alors, les inondations, ben ça, c'était devenu un sujet qui est très, très sensible actuellement. Et finalement, c'est le sujet principal qui va aider certainement à sauvegarder nos seuils. Parce qu'on a un exemple depuis très, très longtemps. C'est en Angleterre, la ville de Pickering, qui était constamment inondée. Et il fallait construire 2 berges en ciment de 2 mètres de haut pour protéger la ville. Et ce sont les historiens qui ont résolu la question en expliquant qu'avant, il y avait des monastères sur le bassin versant, c'est-à-dire l'endroit qui capte l'eau, qui le renvoie dans la rivière, hein, eh bien, que ces monastères ont disparu. Et résultat, ils ont reconstruit 187 seuils et 167 barrages de branchage et 187 seuils en dur, quoi, comme ralentisseur, et les inondations ont disparu, simplement parce qu'il y a une désynchronisation des écoulements. Tout n'arrive pas ensemble à l'endroit où la rivière capte tous les affluents. Donc automatiquement, elle a le temps d'évacuer. Et c'est ce qui ne s'est pas passé dans le Nord, malheureusement. Et puis Vincent Bretagnol, qui est quand même gentil, il écrit, il faudrait même permettre aux castors de construire des barrages qui sont utiles pour retenir l'eau et prévenir des inondations. Moi, je ne vois pas la différence entre un barrage de castor et un petit seuil de moulin séculaire qui ne fait jamais plus de 1,50 m de haut. Et donc, leur effet ralentisseur est tout à fait évident. Mais pour l'instant, c'est difficile à le faire accepter. Alors, je vais passer dans du... Oui, alors, le volet hydroélectricité, c'est vrai qu'on n'a jamais vu un castor faire de l'énergie. Hein. En revanche, avec nos 40 000 moulins, il vient d'y avoir... il y a eu une étude européenne qui s'appelle Restore Hydro et qui a démontré qu'avec 24 000 de nos 40 000 moulins, on pouvait faire 4 milliards de kilowattheures, soit une demi-centrale nucléaire, c'est par tranche. Hein. Eh bien, moi, je trouve que ça aurait été mieux que de remettre en route Cordemais, qui va brûler 250 000 tonnes de charbon pour faire de l'électricité, là, qui vient d'être mise en route. Vous avez vu dans les nouvelles, comme moi. Hein. Mais bon, c'est très, très difficile à remettre en route. Alors, maintenant, on va arriver dans
dans le département de la Loire, parce que dans le Rhône, vous avez le Rhône et donc vous êtes tranquille, vous imaginez que vous aurez tout le temps de l'eau. Hein. Vous avez peut-être vu quand même que l'Amazone a perdu 80% de son débit cette année, donc le Rhône, je ne sais pas ce qui va advenir, hein. On ne sait pas. Hein. Et voici les prévisions de sécheresse en France, hein. C'est toujours dans le cadre du GIEC. Eh bien, Rhône-Alpes, on est par là, en face de la Suisse, eh bien, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas dans le rouge, hein. On n'est pas dans le bleu, mais on n'est pas dans le rouge, donc on devrait peut-être s'en tirer pas si mal que ça. Et voilà la courbe d'évolution des températures prévues dans la Loire. Hein. Avant, on était basé sur 1,8, 2,2 degrés. Aujourd'hui, la courbe qui est retenue, c'est 4,2 degrés, quand même. Donc ça monte et il faut prévoir ce qui va se passer. Horizon fin de siècle, ça c'est pour les optimistes. Hein. Et puis, il faut donc évaluer où passe l'eau. Alors, pour évaluer où passe l'eau, on a des bureaux d'études qui vous mesurent ou vous estiment où passe l'eau. Donc, vous voyez en bleu, c'est l'abreuvement du bétail. En vert, c'est l'eau potable. Ensuite, c'est l'industrie. Ensuite, c'est l'irrigation. Et enfin, tout en haut, c'est les plans d'eau. C'est-à-dire que c'est l'évaporation des plans d'eau. Alors évidemment, comme en ce moment, il y a une cabale contre les plans d'eau, je trouve que l'évaporation, c'est largement estimé, mais ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen de contrer ça. Mais bon, peu importe. Voilà l'eau, où elle passe. Elle passe dans ces 5 objectifs-là. Et donc, pour savoir ce qui se passe, on va rajouter artificiellement l'eau qu'on prélève par rapport au débit actuel. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez ici, en bleu ciel, c'est le débit réel qu'on mesure tous les mois dans la rivière. Donc c'est facile. On a un débit qui descend comme ça. Évidemment, c'est l'été, là. Hein. Et puis, si on rajoute toute l'eau qu'on consomme, eh bien, voilà où serait le débit. Il serait ici. C'est la courbe enfoncée. Donc, il y a une différence forcément entre les deux. Il y a plus d'eau. Et puis avec ça, on va vous calculer un débit biologique maximal et un débit biologique minimal, parce que ce qui compte, comme je dis tout à l'heure, c'est le milieu naturel, donc les poissons. Hein. Là, tout crève, là, il faut quand même pas mal survivre, et on a un débit objectif d'étiage qui se situe entre les deux. Dans ce cas-là, eh bien, on a un débit biologique maximum qui se situe entre les deux et tout. On peut estimer ici que le bassin est à l'équilibre quantitatif. Par contre, on a une autre situation qui est celle-ci, où là, on a le débit en remettant toute l'eau dedans. Et même si vous mettez toute l'eau dedans, vous voyez que le débit minimum biologique et le débit maximum, ils sont en dehors des clous. C'est-à-dire que 8 années sur 10, il n'y aura forcément pas d'eau, ou disons qu'on a une chance de ne plus avoir d'eau en été du tout disponible, de juin à octobre. Donc forcément, c'est assez catastrophique. Maintenant, quelle est la situation dans la Loire? Dans le département de la Loire, voilà ce qui va se passer, c'est notre avenir. Vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, nulle part, sauf dans 2 endroits. Il n'y a pas de problème d'eau en haut, sur le Rouennais, et en bas, un peu à côté de Saint-Étienne, dans la région du Furan. En haut, c'est la région du... Et les raisons pour lesquelles il y a de l'eau ici et plus ailleurs, vous l'avez deviné, tous les deux sont des bassins versants où il y a des barrages. Pourquoi? Parce que le barrage, il fait un soutien d'étiage. C'est-à-dire que l'été, il relâche de l'eau. Et comme il relâche de l'eau, il y a toujours de l'eau dans la rivière. Donc c'est là où il y a le plus de communautés de poissons, etc. Donc le fleuve Loire n'est pas évalué, mais on a vu que des fois il va mal. Hein. Mais en tout cas, dans ce département, la question de l'avenir, c'est que tous les élus qui sont dans des zones où il n'y a plus d'eau, théoriquement, ils devraient gérer la disparition de toutes les activités, puisqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Hein. Donc c'est assez inquiétant pour l'avenir.
Alors, est-ce que le stockage de l'eau peut pallier la pénurie d'eau? Ben, ça, c'est encore une fois en 2022, pendant la grande sécheresse. Voilà le président de notre syndicat de rivière, qui est en même temps le président de l'établissement public Loire, tout de même, qui écrit ben, nos barrages sont remplis à 60%, c'est une situation extrêmement favorable, une bonne chose pour les Rouennais, pour notre économie. Ceux d'à côté qui n'ont pas d'eau, ce n'est pas notre problème, hein. Nous, on en a. Donc, on fait ce qu'on veut, etc. Et puis, dans Lyon républicaine, on se rend compte que dans Lyon, ben, il y a de l'eau. Comment que ça se fait qu'il y a de l'eau en 2022 alors qu'il n'y en a pas dans la Loire? Ben, c'est tout simplement que Lyon, elle profite des 4 barrages et lacs réservoirs qui protègent Paris contre les inondations et qui stockent 800 millions de mètres cubes. Ce qui fait que quand il y a besoin d'eau à Paris comme en 2022, ben, ils en relâchent. Et ils en ont de la marge, ils peuvent en relâcher. Ce qui fait que pendant qu'on traversait la Loire à pied, eh bien, les bateaux-mouches circulaient à Paris. Donc à Paris, ils ne savent pas qu'il y a eu une sécheresse en quelque sorte, hein. Donc ça, c'est quand même bien la preuve que les barrages apportent quelque chose pour l'instant de positif, même s'il y a une forte évaporation, par exemple, hein. Alors, est-ce qu'on est mal en Rhône-Alpes en général? Ben, on n'est pas si mal que ça. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, d'après les prévisions, qu'on aura plus d'eau l'hiver et moins d'eau l'été. C'est-à-dire que ben, les étiages vont être beaucoup plus forts, les saisons sèches beaucoup plus sèches. Par contre, l'hiver, on a plus d'eau. Donc, théoriquement, en ce qui me concerne, moi, je me dis avec ma logique, c'est que si on garde l'eau de l'hiver pour la restituer l'été, ben, on aura rééquilibré les choses. Et cette eau de l'hiver, elle ne manquera pas, étant donné qu'avant, elle n'existait pas. On aura donc la même quantité pluviométrique, hein, annuelle, mais en revanche, on aura une différence dans la répartition. Donc on a quand même beaucoup de chance dans notre région, quoi. On peut théoriquement imaginer qu'on pourrait s'en tirer. Quelle est la durabilité de cette situation? Eh bien, ça c'est dans les prévisions du GIEC, ça a été repris du bouquin de Christian Lévesque. Eh bien, vous voyez que si on arrête les émissions de CO2 à peu près en 2050, qu'ensuite elles baissent, hein, n'est-ce pas? Eh bien, ça c'est les nôtres, hein, les émanations anthropiques. Eh bien, le niveau de CO2, disons, global, il va continuer d'augmenter pendant un certain temps, mais surtout, la température va continuer d'augmenter pendant quelques siècles. Et donc ça, c'est particulièrement perturbant. Quant au niveau de la mer, n'en parlons pas, il va augmenter. Alors, notre responsabilité, vous en entendez toujours beaucoup parler, on est tout responsable de tout, sauf qu'avec les carottes glaciaires, on peut remonter aux concentrations de CO2 pendant 700 000 ans. C'est quand même pas mal. Et vous voyez qu'il y a des zones rouges et des zones bleues. Zone rouge, il fait chaud, zone bleue, il fait froid. Et actuellement, tout en haut, on est dans une zone naturelle, entre guillemets, de réchauffement global. Donc ça s'ajoute effectivement à notre pollution qui fait disparaître les espèces plus vite qu'elles ne peuvent s'adapter. Mais malgré tout, eh bien, on est sur une zone naturellement chaude. Il faut lutter donc 2 fois plus, hein. Et puis vous avez vu que nos normales saisonnières, elles augmentent régulièrement. Si vous intégrez, vous verrez que les 4,4 degrés à la fin du siècle, elles sont largement dépassées, hein, si ça continue comme ça. Et qu'est-ce qui peut se passer dans le Rhône? Eh bien, il peut se passer ça. Ça, c'est la rivière Darling, en Australie. Et c'est quand même un fleuve qui fait 1500 km, donc c'est un vrai fleuve. Et vous voyez qu'il y a de l'eau dedans, parce que c'est équipé pour qu'il y ait de l'eau, il y a des retenues, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des poissons. Sauf que ce que vous voyez à la surface, là, c'est des poissons morts. Tout est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un réchauffement qui était supérieur à 40 degrés pendant une très très longue période. Et donc les poissons n'ont pas résisté, malgré la présence d'eau, malgré des conditions normales de vie, un habitat a priori correct. À partir du moment où la température devient excessive, ben, tout simplement ils disparaissent. C'est vraiment une image assez effrayante. Alors je vais vous conclure déjà. Donc moi, la question que je me pose, je pense que M. Bravard se la pose aussi, hein, c'est pourquoi tant de haine
à l'égard des moulins. Mais pourquoi tant de haine? Comme si le fait de détruire des moulins allait résoudre le problème de l'eau en France. On a dépensé quand même énormément d'argent sur cette question, hein, depuis déjà une quinzaine d'années. Hein. Alors que les études scientifiques démontrent leur importance, hein, surtout dans le contexte du changement climatique. Hein. Mais voilà, ça reste ce qu'on appelle d'emblée un facteur déclassant. Alors que là, avec les travaux faits dans la Loire, je viens de démontrer que ce n'est pas des facteurs déclassants. Mais ça ne fait rien, ils ne veulent pas quand même retenir les résultats qu'ils ont eux-mêmes obtenus. Alors, par ailleurs, solutions fondées sur la nature. Vous savez que maintenant, il faut trouver des solutions fondées sur la nature. Ben, pour moi, la rivière fragmentée par des castors, c'est quand même une solution fondée sur la nature. Bon, alors c'est vrai qu'on peut reconstruire des petits barrages avec des planches, etc., encore qu'on ne saura pas les colmater aussi bien que les castors, mais ça n'empêche pas que si on a une rivière fragmentée, on revient à ce qu'était une rivière sauvage à la préhistoire, quand il y avait des castors partout. Eh bien, cette solution fondée sur la nature est rejetée définitivement, y compris par l'UICN, l'Union internationale pour la nature, quoi. Et puis, bien sûr, ce qui nous inquiète, c'est la menace de la 6e extinction, parce qu'on se dit qu'après tout, si la biodiversité disparaît, ben, nous, on pourrait être dedans. Hein. Sauf que l'objectif, c'est de figer la biodiversité, celle qu'on connaît, alors qu'on ne peut pas la figer parce que c'est un phénomène dynamique. Si ce n'était pas un phénomène dynamique, vous pourriez rencontrer un dinosaure en allant faire vos courses. Il y a toujours eu des remplacements d'espèces. Donc aujourd'hui, il y en a d'autres. La température est élevée, ben, c'est certain que nos saumons, ils ne vont plus vivre chez nous, ils vont monter dans le nord. Par contre, des poissons du sud pourraient venir chez nous. Si on met des tilapias dans nos rivières, c'est un poisson qui est très très bon africain, il pourrait des fois se reproduire et remplacer nos truites. Et puis, ce que je trouve assez remarquable, c'est que l'homme, ben, c'est la première fois qu'il y a une espèce qui n'est pas passif devant les événements. On sait faire des choses pour lutter contre nos difficultés. Alors je sais bien que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, ça n'empêche pas que depuis quelque temps, à Lyon, dans les immeubles, vous voyez fleurir les climatiseurs, parce qu'il est impossible de dormir quand il fait 35 degrés la nuit. Et, ben, ça n'empêche pas qu'en Inde, les oiseaux ils meurent parce qu'il fait 50 degrés. En France, et ben, avec les climatiseurs, nous au moins, on peut survivre. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il faut quand même savoir que les moulins sont au service des hommes depuis 2001, parce que Vitruve, qui décrit la première fois des moulins, c'était au IIe siècle avant Jésus-Christ, hein, tout de même. Au début, ils ont fait la farine, c'était essentiellement la fin des famines grâce à la farine. Ensuite, ça a été la première révolution industrielle, puisqu'on pouvait reproduire les mouvements à l'infini qui étaient faits avant par les hommes à la main. Hein. Et puis, aujourd'hui, il y a l'énergie renouvelable, et on peut même aller plus loin. Si on passe à l'hydrogène, un moulin peut être une station-service à hydrogène en pleine campagne, ce que ne vous mettra pas les sociétés qui vont les développer, par exemple. Hein. Et puis surtout, il y a ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est une véritable sécurisation de l'eau de la rivière. Et ça, je vais vous le prouver. Voilà, ça c'est à côté de mon moulin en 2022. Hein. Et il y avait plus d'eau dans la rivière. Et donc, le castor est venu demander l'asile aquatique ou au moulin. Et donc ça, je pense que ça valorise définitivement l'aspect écologique du moulin. Ces pauvres bêtes n'avaient plus d'eau. Le seul problème, c'est que ce que vous voyez à côté d'elle, c'est mon poirier. Et donc, un castor, c'est quand même mieux chez les autres que chez vous, je peux vous le garantir, hein, parce que ça mange. Mais c'est comme ça. Et puis, par hasard, je vous invite à lire le bouquin « Érosion de la biodiversité, là, enjeux et débats » de Christian Lévesque. Ça permet de recadrer les choses par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas. C'est un bouquin remarquable. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.